Bonjour tout le monde. Alors on va parler de l'organisation augmentée par l'IA et non pas l'opportunité mais l'obligation de se réinventer à l'ère de l'âge antique. Alors ça c'est le Stade de France. Le Stade de France, comme dans le film avec Eric et Ramsey, seul tout, il est vide. Le Stade de France c'est une capacité de 80 000 personnes. Et 80 000, il se trouve que c'est à peu près le nombre de suppressions d'emplois qui sont directement attribués à l'IA. Donc il y a beaucoup de sociétés technologiques californiennes qui ont supprimé des emplois. Il y a Amazon, il y a Intel, il y a Microsoft, Cisco, Pinterest. Et puis il y a eu un cas récent, le cas de Block, avec Jack Dorsey, qui est l'un des cofondateurs de Twitter, qui a annoncé très récemment qu'il allait licencier 40% de ses équipes, soit 4 000 personnes sur 10 000 personnes. Alors ça arrive dans la tech en Californie, mais ça n'arrive pas que là, ça arrive aussi dans des industries beaucoup plus traditionnelles, comme dans la chimie. Il y a une société qui s'appelle Dow Chemical, qui a aussi annoncé un grand programme de transformation, avec à la clé aussi de l'automatisation avec l'IA et des suppressions d'emplois à la clé. Alors dans cette salle, il y a peut-être des personnes qui commencent à réfléchir à réduire la taille de leurs équipes. Est-ce que vous pouvez lever la main? Non, je plaisante. J'ai dit que je vous chatouillerais un peu. Donc ces chiffres, est-ce qu'ils sont réels ou est-ce que c'est ce qu'on appelle de l'AI washing et c'est un prétexte pour supprimer les emplois? On peut se poser la question. En fait, la réalité, elle est un petit peu plus nuancée. On a beaucoup de ces entreprises qui ont beaucoup embauché pendant la période Covid et post-Covid, et donc finalement qui redistribuent un petit peu la taille de leurs équipes. Et pourtant, ce qu'on voit aussi, c'est des vraies offres d'emploi, puisque 75% des organisations cherchent à recruter des personnes qui ont des compétences en IA. Et quand on pose la question aux dirigeants, ils sont presque la moitié à dire qu'ils n'arrivent pas à se transformer assez vite, faute de compétences sur le marché. Donc, est-ce qu'on est dans un grand remplacement ou est-ce qu'on est dans un grand déplacement? Ma conviction, c'est qu'on est plutôt dans un grand déplacement. Et l'idée, c'est d'avoir les bonnes compétences au bon moment. Et quand on est dans un grand déplacement, quand on est une organisation, il faut savoir changer, il faut savoir peut-être pivoter, repenser certains de ces processus ou encore aller encore plus loin et se métamorphoser complètement. Et c'est ce dont on va parler dans les 35 prochaines minutes. Alors, je m'appelle Pierre-Yves Lesage, je suis partenaire chez Octo Technologies. Avec mes collègues, je gère la fabrique, donc l'ensemble des compétences, produits, design, cloud, développement logiciel, et je suis également en co-direction de l'équipe Data & AI. Et j'ai commencé ma carrière dans la recherche, j'ai fait du Fortran 90. Qui a fait du Fortran 90 dans la salle? Ah, je suis content de ne pas être le seul. Et donc j'ai continué ma carrière, j'ai fait du développement et puis j'ai commencé d'ailleurs pendant la bulle Internet et puis j'ai vu les différentes vagues de transformation, le cloud, la mobilité, les données, l'IA. Donc bon, ça me donne un petit peu de recul par rapport à ce qui se passe en ce moment, même si ce qui se passe en ce moment est probablement encore plus important que ce qu'on a vécu dans les années précédentes. Alors ce que je vais vous partager, c'est ce que je vois autour de moi, mais aussi ce que je vois réalisé dans les équipes. Je n'ai pas de school solution, mais en tout cas, j'ai des pistes à vous partager avec vous. Alors, la première partie de ma présentation, c'est utiliser l'IA et l'antique n'est pas une option, c'est, comme je disais en introduction, c'est plutôt une obligation, et on va voir pourquoi. Alors déjà, dans la salle, je vous demande de réfléchir peut-être quelques secondes. Vous posez la question, dans votre activité de tous les jours, qu'est-ce qu'une IA peut faire mieux que vous? Est-ce qu'il y a des choses que l'IA pourrait faire mieux que vous? Et en proportion, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est 1%, 5%? Bon, si c'est 100%, ça commence à poser problème. Donc gardez la réponse, il n'y a pas besoin de réponse, mais j'imagine qu'il y a des choses déjà que vous pouvez confier à l'IA avec confiance. Et on le voit déjà, il y a quand même des domaines pour lesquels l'IA nous dépasse. On le voit dans l'imagerie médicale, les algorithmes de dépistage des cancers du sein par exemple. On voit aussi des LLM qui passent le barreau, qui arrivent à avoir un niveau équivalent à un juriste junior. Donc aujourd'hui, l'intelligence, elle est devenue abondante. Elle est disponible à la demande et en fait, c'est plus un avantage de l'utiliser puisqu'elle est là pour tout le monde.
le coût de 1 million de tokens, c'est quelques dollars. Donc c'est disponible pour tout un chacun. Par contre, peut-être que ne pas utiliser l'IA, ça devient un désavantage. Et donc ce désavantage, on peut le voir se matérialiser assez vite, puisqu'il y a quand même de la compétition et de la disruption qui émergent. Alors les startups de série A sont des startups qui ont déjà une solution en production, qui vont chercher des financements supplémentaires, qui ont déjà des retours par rapport à un usage. Aujourd'hui, elles font la même chose avec 500 cas, ce qui nécessitait par le passé 10 fois plus, entre 5 et 10 millions. Aujourd'hui, l'IA, ça compresse un certain nombre de facteurs, ça compresse la complexité, ça compresse l'apprentissage, et ça compresse aussi, ça accélère l'évolutivité. Donc il y a des sociétés qui ont déjà fait ce parcours avec des budgets plus réduits. Il y a par exemple Cursor que vous utilisez peut-être pour développer, qui aujourd'hui fait plus de 400 millions de chiffre d'affaires annuel, et qui a été créé avec 20 personnes. Il y a Perplexity.ai que vous utilisez aussi peut-être, qui finalement a été fondé avec 4 personnes. Et puis il y a Rewind.ai qui est l'exemple le plus extrême, créé par une personne et racheté par Meta ensuite. Donc ça, on le voit en Californie, mais on le voit aussi dans l'activité qu'on a de tous les jours. On a par exemple l'un de nos développeurs seniors, il y a quelques semaines, qui a développé une application mobile en 10 jours, ce qui prenait précédemment plusieurs semaines avec une équipe complète, voire plusieurs mois. Donc ce n'est pas uniquement une question de start-up, c'est aussi une question de la manière dont on travaille. Alors, en guise d'analogie, je vais vous passer une petite vidéo qui, j'espère, ne vous mettra pas trop mal à l'aise pour vous parler d'un type de start-up particulier. If you have a milkshake, and I have a milkshake, and I have a straw, there it is, that's a straw, you see, watching. And my straw reaches across the room and starts to drink your milkshake. I drink your milkshake. I drink it up. Ça va? Alors, dans ce film, c'est un extrait du film There Will Be Blood, dans lequel il y a Daniel Day-Lewis qui incarne un futur mania du pétrole. Et en gros, ce qu'il explique, c'est que plutôt que d'affronter son voisin qui a un terrain au-dessus d'un puits de pétrole, ce qu'il fait, c'est plutôt de manière détournée. Il achète un terrain adjacent et puis il commence à forer de manière invisible pour son voisin, pour aller atteindre le pétrole qui est sous le terrain de son voisin. Et en fait, c'est exactement la philosophie d'un type de start-up qu'on appelle des wedge AI. Alors wedge, la terminologie n'est pas forcément très intuitive, mais wedge, ça veut dire coin. Et en fait, vous pouvez imaginer, par exemple, une porte assez lourde. Si vous essayez de la pousser comme ça de front, ça va être difficile. Par contre, si vous allez dans un coin avec un bras de levier, vous arriverez sans doute à l'ouvrir plus facilement. Et donc, ce type de start-up, ils résolvent un problème très particulier, puis ils s'installent, et au fur et à mesure, ils prennent un territoire complet. On va décortiquer comment ça marche. C'est là qu'il faut que je reclique ici. Voilà. Donc, 2 exemples de start-up qui boivent le milkshake d'autres solutions. Elevenx, qui est une start-up qui est massivement basée sur l'IA et l'agentique, et qui en fait a des agents qui vont faire de la prospection automatisée, qui va capter des discussions et des échanges avec des prospects, faire de la qualification, faire du clustering, et donc se positionne finalement entre le prospect et d'autres solutions un peu plus traditionnelles comme Salesforce par exemple ou HubSpot. Un autre exemple, c'est Liberate, qui est aussi une start-up basée sur l'IA et l'agentique, qui va se positionner à un moment clé d'un processus dans le domaine de l'assurance, qui consiste à traiter les demandes de remboursement par rapport à un sinistre que peut avoir connu un client. Et donc va pouvoir avoir un agent vocal qui ensuite va traiter des documents entrants, qui peuvent être par exemple des photos d'un véhicule qui a été endommagé, et prendre des décisions si le remboursement ou pas doit se faire dans les conditions prévues. Donc le mécanisme est toujours le même, c'est se mettre en amont du flux et puis capter la donnée primaire.
et du coup rendre le système legacy un petit peu secondaire. Alors l'exemple peut-être l'exemple le plus intéressant peut-être, c'est l'exemple de Nabla, qu'on a un petit peu évoqué ce matin. Nabla, c'est une start-up française qui a été fondée par Alexandre Lebrun, qui vient de rejoindre Ami, donc l'autre start-up, celle de Yann Lequin. Et en fait, aujourd'hui, c'est une start-up de série C qui a fait une levée de fonds l'année dernière de 70 millions. Et donc, ce type de start-up, WhatGI, elles ont 4 composantes. La première, c'est un point d'entrée. Ils vont trouver justement dans le workflow, dans un processus, une zone de friction qu'ils vont essayer de régler avec l'IA, mais de manière efficace. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la data flywheel. C'est avec ce point d'entrée, ils vont capter des données. Et ces données vont permettre d'enrichir leurs services. Ils vont étendre ensuite leurs services. Et ils vont gagner comme ça un avantage concurrentiel en se plaçant là où la donnée est créée. Et donc, Nabla fait exactement ça. Ils ont commencé par régler un problème très simple, celui des docteurs et des médecins qui passent beaucoup trop de temps à rédiger des comptes rendus. Et donc ils ont créé un petit scribe qui permet justement de faire de la retranscription de discussions qui peuvent avoir lieu entre un clinicien et un patient. Et cette donnée, elle est très riche parce que cette donnée, elle contient ce qu'exprime le patient en termes de symptômes, elle contient ce que va dire le médecin en termes de questionnement pour arriver à un diagnostic. Et dans le compte-rendu, il y a aussi des données justement de prescription. Et donc ça va permettre à Nabla de s'enrichir au fur et à mesure. Aujourd'hui, Nabla, c'est 85 000 cliniciens qui l'utilisent, c'est plus de 20 millions de consultations par an, et c'est des milliards de tokens consommés par mois pour justement rendre cette fonctionnalité possible. Et l'idée, c'est d'utiliser cette donnée pour créer de nouveaux services. Par exemple, extraire des données cliniques, par exemple, faire de la classification, préparer la facturation, aider le médecin au diagnostic et éventuellement rapatrier ces données dans les systèmes legacy. Donc finalement, Nabla, au départ, en réglant un problème très précis, est devenu ce qu'on appelle maintenant une vertical AI. C'est en fait une start-up qui est capable de traiter un processus métier de bout en bout. Alors quand on a dit ça et qu'on est une organisation qui n'est pas encore tout à fait AI first, qu'est-ce qu'on se dit ? On se dit probablement, est-ce que je ne dois pas regarder justement les zones de friction de mes processus pour éviter qu'il y ait quelqu'un qui se place entre moi et mon client, entre moi et mon citoyen, entre moi et mon patient ? S'il y a déjà quelqu'un qui l'a fait, peut-être que je devrais le racheter. En tout cas, le vrai risque, ce n'est pas de rater l'IA, c'est plutôt de laisser un acteur externe qui se place sur un moment critique de votre workflow. Donc pour éviter ça, il faut avoir une stratégie. Alors on vient de voir l'enjeu macro des organisations qui utilisent l'IA et l'agentique, qui commencent à grignoter un petit peu les périmètres d'autres organisations. Avant de parler de ça, j'ai envie de prendre un petit pas de recul et de commencer par évoquer ce que utiliser l'IA change au niveau individuel. Et ensuite, on parlera de l'organisation, mais la brique de base de l'organisation, c'est quand même l'individu. Alors, je vais vous poser une question avec 4 réponses possibles. Vous avez le droit de répondre positivement à plus d'une fois. Qu'est-ce que pour vous l'IA ? Est-ce que c'est un moteur de recherche, mais en plus rapide ? Allez, quelques mains levées, pas beaucoup. Est-ce que c'est un nouvel outil de productivité ? Ah là, c'est massif. Est-ce que c'est un stagiaire surcaféiné qui travaille la nuit et ne réclame jamais d'augmentation ? Ok, je vois beaucoup de mains levées. Est-ce que c'est une intelligence non humaine qui en connaît plus sur vous que votre psy ? Ah, il y a aussi des mains. Bon, ne confiez pas tout à l'IA quand même. Bon, c'est sans doute un petit peu des 4 réponses. Et c'est en train de changer pas mal de choses. Donc l'année dernière, il y avait 61% des organisations dans l'ingénierie digitale qui utilisaient l'IA. Enfin, il y a 2 ans, en 2024. L'année dernière, c'est passé à 90%. Donc en 1 an, on est passé d'une adoption émergente à une adoption quasi généralisée.
Alors, il y a 3 types d'applications qui émergent, que vous connaissez probablement, mais ça fait toujours du bien de se les rappeler. La première, c'est l'assistant. Donc, l'assistant, c'est celui qui va vous aider à écrire, à rédiger, à synthétiser. C'est votre copilote qui est disponible au sein de toute l'entreprise, peut-être. Il y a l'automate. L'automate, c'est celui qui va exécuter des tâches automatiquement. Par exemple, il peut prendre des documents PDF entrants et puis en extraire des montants et les mettre dans un Excel. Et puis, il y a l'agent. L'agent, il va poursuivre un objectif et puis il va utiliser des outils, il va interagir avec l'humain pour atteindre un but. Donc la rupture, elle n'est pas simplement cognitive, c'est-à-dire que vous êtes assisté dans votre manière de penser, mais vous êtes aussi assisté dans votre manière de faire. Alors être assisté, c'est pas sans risque. Qui parmi vous a suivi son GPS en lui faisant totalement confiance et en arrivant dans un endroit saugrenu ? Voilà. Moi, ça m'est arrivé, j'étais en Turquie. Je me suis retrouvé dans une rue piétonne de nuit, j'ai essayé de faire demi-tour, je me suis tapé un poteau, je me suis retrouvé au poste et j'ai dû souffler dans le ballon. Donc. Parfois, ça peut avoir des conséquences encore plus tragiques, comme celle de ces 3 hommes en Inde. Alors, ça a des conséquences aussi parce qu'il y a une étude qui a montré notamment qu'en radiologie, lorsque les radiologues commencent à avoir confiance par rapport au diagnostic qui peut être fourni par l'IA, finalement, quand l'IA se trompe, la précision de ces radiologues va baisser également. C'est-à-dire qu'ils vont lui faire trop confiance et du coup, vont faire des erreurs parce qu'ils pensent que l'IA devrait avoir raison. Et ça, c'est pour des experts. Ça veut dire que pour les juniors, c'est encore pire. Donc le problème, c'est pas tellement que l'IA se trompe, c'est plutôt le biais, ce qu'on appelle le biais d'automatisation, c'est-à-dire la confiance excessive qu'on a par rapport à un système qui peut être automatisé. Il y a aussi ce qu'on appelle la perte de mémoire musculaire. Alors on va revenir à l'effet GPS. Donc qui parmi vous, quand vous suivez votre GPS, vous êtes capable de retracer l'intégralité du parcours que vous avez suivi ? Ah, il y a quand même quelques mains, bravo. Moi non, moi je suis à droite, gauche. Alors ce qu'on commence à observer, c'est une étude dont vous avez peut-être entendu parler, Your Brain on ChatGPT, une étude qui a été faite par le MIT Media Lab et qui a consisté à avoir 3 groupes de travail qui vont chacun travailler de manière différente et dont on va mesurer l'activité cérébrale. Un premier groupe qu'on va appeler le groupe cerveau, qui travaille sans aide externe. Un deuxième groupe qui travaille avec un moteur de recherche et puis un troisième groupe qui va travailler avec un LLM. Et ils ont que pour tâche de rédiger un essai qui demande un peu de finesse, c'est-à-dire travailler sur des concepts du type la justice ou le bonheur. Et donc ce qu'ils ont constaté en mesurant l'activité des cerveaux, c'est que les personnes qui travaillaient sans assistante avaient une activité très intense. Ceux qui travaillaient avec un moteur de recherche avaient une activité intense également, mais qui était plutôt située sur la zone qui procède aux décisions. Et le troisième groupe avait une activité beaucoup moins intense. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à la fin, ils leur ont posé la question au troisième groupe, citez-moi une seule phrase de ce que vous avez écrit dans l'essai. 80% d'entre eux étaient incapables de citer ne serait-ce qu'une seule phrase de l'essai constitué. Alors cette étude, elle est super riche, il y a encore plein de choses intéressantes. Il y a aussi une chose que je voudrais partager avec vous, c'est qu'ensuite, ils ont inversé, c'est-à-dire qu'ils ont donné au groupe qui a utilisé que son cerveau l'accès à un LLM et vice-versa. Et ce qui est intéressant, c'est que le groupe qui avait travaillé avec son cerveau au départ et qui ensuite avait accès à un LLM a conservé son activité cérébrale, a posé des questions beaucoup plus précises au LLM et a été du coup beaucoup plus performante. Quant au groupe auquel on avait donné un LLM et on l'a enlevé ensuite, ils ont eu beaucoup de difficultés à se mettre à réfléchir par eux-mêmes. Donc c'est un peu comme les muscles, hein, c'est la friction qui crée le muscle. Il vaut mieux démarrer avec son cerveau et ensuite accélérer avec l'IA. Alors comment on garde l'humain compétent parce qu'on voit qu'il y a quand même des risques à utiliser l'IA massivement. Il n'y a pas forcément de solution toute faite, mais il y a des pistes que certains utilisent, par exemple Microsoft qui vous oblige parfois à valider ce qui vous est proposé, à vérifier que vous avez compris. Il y a aussi certains mécanismes qui permettent
de mettre à disposition ou pas une suggestion que fait l'IA en fonction du taux de confiance qu'on a en cette suggestion. Et puis, il y a aussi, par exemple, dans les véhicules autonomes, des caméras qui vont être sur votre visage, même si vous n'êtes pas en train de conduire, mais vous êtes juste devant le volant par sécurité, vérifier que vous êtes toujours attentif. Donc on a un petit peu parlé de l'individu, maintenant parlons un peu de l'organisation. Donc on l'a vu, un individu, ça doit rester lucide et ça doit être capable de reprendre le contrôle. Mais comment ça se traduit à l'échelle de l'organisation ? Qu'est-ce que l'organisation doit faire justement pour s'emparer de ce type de technologie ? Alors je vous repose une autre question qui est la suivante. Dans votre semaine de travail actuelle, combien de temps vous passez à faire et combien de temps en proportion vous passez à faire faire ? Est-ce que c'est 80% de faire, 20% de faire par exemple, ou l'inverse? Si vous êtes dirigeant, c'est peut-être l'inverse. En tout cas, une chose est sûre, c'est que dans quelques mois, dans quelques années, probablement le ratio que vous avez en tête, il pourrait s'inverser. Le rôle de l'être humain, il se déplace, puisque finalement, on est moins faiseur, on est plus orchestrateur. On va faire travailler, et donc on est plus dans l'intention, dans la décision. On est davantage aussi dans la supervision, s'assurer que ce qui va être réalisé l'est de manière éthique, par exemple. Et donc, un orchestrateur, il ne pilote pas un outil, il pilote un ensemble d'agents qui sont spécialisés et qui vont réaliser des actions. Alors, l'usage de l'IA, ça demande aussi d'encourager la polyvalence. Pourquoi ? Parce qu'aujourd'hui, il y a quand même une porosité qui se crée entre les différents rôles dans l'organisation, notamment les rôles tech pour l'instant, mais ça risque de se déplacer sur d'autres rôles. Jusqu'à présent, on avait plutôt favorisé ce qu'on appelle des profils hantés, c'est-à-dire des profils avec une expertise profonde. Aujourd'hui, ce qu'on voit émerger comme rôle, ce sont ce qu'on appelle des rôles pour des profils en M, c'est-à-dire avec 2 expertises, et puis une capacité à comprendre l'enjeu stratégique sur lequel ils travaillent. Par exemple, lorsque vous regardez les annonces d'emploi, vous pouvez trouver ce qu'on appelle un AI Product Engineer, ce qui est un mix entre Product Manager et AI Engineer. Et c'est quelqu'un qui à la fois connaît le Product Management et l'AI Engineering, et qui est capable aussi de déterminer comment est-ce qu'il va pouvoir contribuer à l'objectif business. Bon, il y a d'autres rôles qui existent, il y en a certains qui sont un peu saugrenus. Celui-ci est valide. Et donc il faut des rôles aussi qui sont capables de traverser à la fois la gestion de produits, à la fois la technique et à la fois la stratégie. Alors il y a aussi peut-être des évolutions dans l'organisation, il y a peut-être une Digital Factory sur laquelle vous travaillez. La Digital Factory, son principe, c'est d'avoir un certain nombre de squads qui travaillent en agile et qui vont, en fonction du nombre de squads, pouvoir produire un certain nombre de choses. Une Agentic Factory, c'est un principe un petit peu différent parce que c'est des humains qui vont planifier et puis c'est des agents qui vont contribuer à l'exécution. Donc vous allez en fait avoir des humains qui vont déléguer une partie du delivery et ça change pas mal de choses. Ça change le coût unitaire, ça change le time to market, ça change les rôles et ça change aussi la taille des équipes. Donc là, vous n'êtes plus en train de scaler par rapport à une taille d'équipe, au Digital Factory qui peut faire, je ne sais pas, entre 20 ou 300 personnes. Mais vous êtes aussi en train de scaler des systèmes qui doivent se coordonner entre eux. Alors les équipes, elles sont mixtes et elles sont plus resserrées. En tout cas, c'est ce qu'on constate aujourd'hui, c'est ce qu'on c'est ce qu'on expérimente avec certains de nos clients. La taille d'une squad, généralement, c'était jusqu'à présent 6, 7, 8 personnes. Aujourd'hui, on est capable de faire un équivalent avec 3 personnes qui sont ce qu'on appelle augmentées, c'est-à-dire qu'elles vont avoir chacune des agents qui vont leur permettre de travailler plus rapidement. Dans les expérimentations qu'on fait en ce moment, on est plutôt sur 1 PM pour 2 techs. Le rôle de PO est en train d'un petit peu s'effacer au profit du rôle de PM qui va faire rédiger par des agents ces user stories. Et pourquoi alors avant, on avait 1 PM pour 3 squads, maintenant c'est 1 PM pour 2 techs. Pourquoi ? Parce que les techs vont beaucoup plus vite. Et donc si vous ne voulez pas que le PM devienne un bottleneck, il faut qu'il soit dédié à l'équipe et qu'il soit également lui aussi augmenté. Alors on peut aller jusqu'à l'extrême d'avoir une seule personne qui fait tout de bout en bout. C'est possible, on l'a vu, il y a certaines startups qui l'ont réalisé. Bon, si vous faites ça, vous perdez quand même l'intelligence collective.
Il y a toujours des zones d'ombre dans ce que vous allez faire parce que vous n'avez pas forcément l'expertise pour vérifier que ce qu'a fait l'IA est bon. Et puis, on n'est pas forcément favorable à ce que, voilà, à des développeurs seuls qui vont passer leur journée devant un écran sans aucun contact social. En tout cas, c'est notre conviction chez Auto. Alors, une question qui se pose, c'est, Marine l'a un peu exposé en introduction, c'est comment est-ce qu'on assure la transmission? Parce que finalement, quand vous êtes une personne qui sort d'école et que vous allez immédiatement travailler avec l'IA, comment vous apprenez le geste? Alors déjà, il y a un premier principe, c'est que tout ce qui sort de l'IA doit être la responsabilité in fine d'un être humain. Il y a la possibilité de mettre des garde-fous pédagogiques, c'est-à-dire que vous pouvez demander par exemple à un développeur junior, commence par faire les tests unitaires à la main, et puis après, tu pourras les faire. Et puis, il y a ce qu'on appelle le compagnonnage, c'est-à-dire s'assurer que dans les équipes, on a toujours l'association d'une personne junior avec une personne plus senior. Et ça marche plutôt bien. Et l'idée, c'est pas de ralentir la capacité des équipes, l'idée, c'est de faire en sorte qu'on n'ait pas une génération de vibe codeurs qui vont créer des choses qui deviennent immaintenables dans la durée. Alors, il y a aussi un autre pivot que j'aimerais partager avec vous, c'est le fait de favoriser les équipes composites. Composites, j'entends humain-agent. Et là, je vais me baser sur une autre étude, une étude qui a été faite par Carnegie Mellon et Stanford, qui a été publiée l'année dernière, et qui montre un certain nombre de choses très intéressantes. Ils ont fait travailler presque 50 personnes, et ils ont comparé leur méthode de travail avec les agents, et puis ils les ont fait travailler ensemble. Les agents, ils ont cet avantage sur les humains, c'est qu'ils sont beaucoup plus rapides, beaucoup moins coûteux, mais par contre, le niveau de qualité, lorsque la tâche est complexe, est moins bon. Et pourquoi c'est moins bon? Donc, parce qu'un agent, il va toujours essayer de donner satisfaction, et parfois, il va inventer des choses pour pouvoir répondre à la question qui lui est posée. Alors, dans cette étude, les chercheurs, ce qu'ils ont fait, ils ont constaté que lorsque les agents et les humains faisaient des plans pour prendre des actions, ils faisaient à peu près des plans similaires. Par contre, les agents vont réaliser les tâches de manière programmatique, donc ils vont générer du Python. Et puis les humains, par contre, ils vont travailler de manière beaucoup plus visuelle. Ils vont travailler avec des écrans, ils vont cliquer, ils vont bouger des souris. Il y a beaucoup de pertes dans tous ces mouvements, mais en tout cas, ils vont travailler de cette manière, qui est beaucoup plus naturelle pour un être humain. Alors, quand ils font travailler, ils ont fait cet essai de confier une suite de tâches complètes à des agents et d'avoir un humain qui vérifie à la fin. Et là, ce qu'ils ont constaté, c'est que la productivité, au lieu d'être améliorée, elle diminuait de l'ordre de 17%. Donc en fait, au lieu d'être plus productifs avec des agents qui gèrent tout, ils étaient moins productifs. Parce que la tâche de vérification est extrêmement complexe en fin de processus. Par contre, quand l'être humain est capable de déléguer un certain nombre de tâches répétitives à des agents, là, on a une amélioration de productivité qu'ils ont évaluée autour de 26%. Et on n'est pas encore au maximum de productivité gagnée. Le maximum qu'ils aient pu trouver, c'est quand ils ont des équipes mixtes, humains et agents, qui travaillent de concert et qui travaillent tout au long du processus ensemble. Alors ça impose évidemment de repenser complètement les processus d'entreprise de manière à ce qu'ils soient beaucoup plus efficients. Alors ici, il y a quelques stats là, qui sont issus du rapport, qui montrent le gain d'efficacité qu'on est capable d'atteindre, le gain de temps et aussi le gain en termes de coût. Mais évidemment, on n'est plus sur le pivotement, on est plutôt ce que j'appelle une mutation, c'est-à-dire qu'on va devoir avoir le courage de repartir d'une feuille blanche et de réinventer un certain processus clé, et notamment ceux qui nous donnent un avantage compétitif. Alors évidemment, tout ça a été fait dans des environnements de recherche, mais ce qui en sort est, je pense, quelque chose qui peut nous inspirer pour notamment changer les manières dont les processus que l'on réalise sont exécutés. Alors pour terminer, moi je voulais vous parler d'aller encore plus loin, c'est-à-dire se métamorphoser. Avec l'exemple de John Deere. John Deere, c'est une société qui fabrique des tracteurs. Donc on fait difficilement plus traditionnel. Créé en 1837.
Ils ont fait des tracteurs mécaniques puis électriques. Et puis, à partir des années 2010, ils se sont dit, finalement, nos tracteurs, ils sont sur les champs constamment, et donc, il y a un potentiel de capture de données qui est énorme. Et donc, ils ont commencé à installer de l'IoT, des caméras, et à créer des nouveaux services. Donc, par exemple, des services d'optimisation de la pulvérisation, par exemple, des services avec des tracteurs qui peuvent travailler de manière quasi autonome, et puis à côté, des data centers qui consolident des données et qui permettent aussi d'optimiser un certain nombre de choses, comme par exemple l'irrigation. Alors quand ils ont fait ça, finalement, ils ont créé un business model complètement complémentaire à leur business model initial. Aujourd'hui, 50% de leur chiffre d'affaires, ça provient de l'agriculture de précision, donc ces services supplémentaires par rapport à la vente initiale de tracteurs. Leur valorisation, elle a plus que doublé. Et puis, ils ont aussi amélioré la qualité de leurs services, puisqu'ils ont diminué massivement l'utilisation d'herbicides, et ils ont aussi augmenté massivement leur rendement. Et ils réfléchissent à la suite. Donc la suite, pour eux, c'est pouvoir réaliser une saison agricole complète de manière quasi autonome, avec un pilotage à distance très léger par l'humain, avec le labour, les semailles, la pulvérisation et la récolte, réaliser tout ça avec des tracteurs autonomes. Alors c'est pour 2030, on verra s'ils y parviennent, mais en tout cas la stratégie, elle est là. Évidemment, ça demande de réfléchir complètement à la façon dont on imagine les services que l'on vend à nos clients. Alors on arrive à la fin. Pour résumer, je vous ai donné beaucoup de chiffres, j'espère que vous en avez retenu certains. Je vous ai parlé des startups qui commencent à grignoter certains workflows de manière douce mais certaine. Je vous ai parlé aussi de comment est-ce qu'une organisation plus traditionnelle peut réagir. Je vous ai parlé de la modification de la façon dont nous travaillons, puisqu'on va passer plutôt d'un faiseur à un orchestrateur. Je vous ai parlé aussi de comment l'organisation peut pivoter en changeant aussi les méthodes de travail, tout en ayant conscience des risques qui sont impliqués par l'usage de l'IA massif. Et puis, je vous ai parlé aussi de repartir d'une feuille blanche pour réimaginer certains processus. Et enfin, la métamorphose complète, qui est réimaginer des business models à partir des technologies qui nous sont disponibles aujourd'hui. Donc, pour conclure, on a parlé un petit peu de There Will Be Blood avec Daniel Day-Lewis. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il y a certains acteurs, peut-être dans votre marché, qui commencent à forer sous votre sol. Mais la bonne nouvelle, c'est que vous savez, et maintenant vous savez quoi faire. En tout cas, vous avez quelques pistes. Voilà, merci.